Quand on dit « je suis », il y a quelque chose qui se fige, alors que il faudrait pouvoir le vivre comme mon identité est un processus. C'est-à-dire c'est quelque chose qui est en perpétuelle évolution et mouvement. Ce que je suis aujourd'hui, c'est un processus vivant. Chaque fois que je vais dire « je suis comme ça », alors je peux pas faire ça, c'est comme si je figeais quelque chose et que j'empêchais le processus d'accomplissement, de transformation. Bien sûr. Se connaître, se comprendre, s'accepter. On en parle beaucoup. Ça se résume en 3 verbes, mais c'est un sacré boulot. Bonjour Yann, bienvenue. Bonjour Mickaël, bonjour. Je suis ravi de t'accueillir aujourd'hui. On va passer ensemble à un moment d'échange pour justement découvrir déjà qui est Yann et aujourd'hui qu'est-ce que tu fais et comment tu travailles avec tes clients. Donc ce que je te propose c'est de commencer par une première question qui est Yann Mercœur? Waouh, on commence très fort. Alors, professionnellement, en tout cas, pour l'instant, je suis coach. Voilà, c'est mon activité essentielle et je fais aussi de la formation. J'ai un parcours qui est évidemment constitué de plein d'expériences professionnelles. Avant de faire du coaching purement et de la formation, j'ai longtemps travaillé comme comédien et ça m'a amené progressivement vers ce métier-là. Aujourd'hui, mon activité essentielle, c'est d'accompagner les gens, notamment sur des sujets relationnels ou des sujets de leadership, de prise de parole, pour qu'ils atteignent leurs objectifs, je dirais comme tout coach le ferait. L'idée étant que je sois une ressource pour eux, un partenaire qui leur permette de se sentir bien et de pouvoir faire exactement ce qu'ils ont envie de faire. Ok, merci. Et comme je pars du principe que aujourd'hui, plus que jamais, il y a beaucoup de coachs sur le marché, et c'est pour cette raison que je pense que découvrir qui se cache derrière le coach, c'est aussi un moyen finalement de pouvoir bien choisir la personne et le partenaire idéal pour nous. Donc ce que je te propose, c'est nous partager un petit peu ta vie d'avant, parce que tu as eu donc une vie de comédien, si j'ai bien compris. Absolument. Et ça pourrait être intéressant que tu nous partages ce qui s'est passé pour toi, ce qui s'est joué, comment tu as eu envie de devenir comédien peut-être dans un premier temps, et puis après, comment t'en es arrivé à devenir coach finalement et à faire cette transition pour toi. Alors, je dirais que l'histoire, elle comporte quelques grands épisodes. Si je devais donner un début, je dirais que c'est une rencontre à l'école. Je suis à l'école primaire et puis j'ai la chance d'avoir un instituteur qui fait du théâtre, qui fait faire du théâtre à ses élèves. Et je crois que c'est là que la révélation se passe entre guillemets. C'est-à-dire que en jouant dans la cour de l'école une représentation avec plein de public, avec mes copains qui jouent avec moi, je crois que c'est là que j'ai eu une sensation particulière qui m'a fait dire que c'était sympa de pouvoir jouer la comédie. Et puis après, j'ai fait pas mal d'ateliers en tant que gamin et puis j'ai été jusqu'à peu près au lycée avec le théâtre qui m'accompagnait en plus de ma vie d'écolier. Et puis après, il y a une coupure. Puisqu'après je vais faire un peu des études plus sérieuses aux yeux de mes parents, j'entends. Comme c'est souvent le cas pour les comédiens, la famille est pas toujours à 100% rassurée par ce choix. Je vais faire un peu de communication audiovisuelle. Donc ça va me permettre d'aller travailler aussi un peu à la télé, de faire plus côté technique, des expériences professionnelles. Et puis le virus du théâtre me reprend, si je puis dire. Et pendant cette période-là, je vais décider de faire un cours pour devenir comédien professionnel. Et c'est là que, je dirais, vraiment l'énergie de jouer la comédie tout le temps va me prendre totalement. Et donc je vais continuer comme ça pendant quelques années à me former et en même temps à découvrir le théâtre par des troupes amateurs, puis semi-pro. Et puis à un moment donné, en ayant fait une école d'acteur professionnel, je vais commencer à rentrer vraiment dans le métier d'acteur. Et là, je vais avoir de l'expérience. Alors surtout théâtre pour moi, un peu caméra, mais pas tant que ça. Et ça va m'occuper jusqu'en 2020. Donc ça va faire une bonne quinzaine d'années. Et c'est vrai que je suis très heureux à ce moment-là de jouer la comédie. J'ai la chance d'être sur des spectacles qui marchent, qui durent longtemps. Ce qui fait que je m'installe dans des personnages, et il y a du succès, on a le plaisir de savourer, de retourner chaque soir sur scène. C'est très agréable. Et en même temps que ça, on me propose de donner des cours de théâtre et de faire des interventions en entreprise. Et je dirais que c'est comme ça que j'ai découvert le monde de l'entreprise, c'est en y apportant le théâtre, en tout cas des ateliers, puisqu'on me demande de faire des ateliers pour aider les salariés à être plus à l'aise en public,
à l'oral. Et donc, on fait des ateliers de théâtre. Et là, je me dis, ça va quand même être un petit peu difficile de former des adultes en connaissant pas du tout le monde de l'entreprise, ni les codes de la formation. Et c'est comme ça qu'en faisant une rencontre avec une personne, je vais me former pour devenir formateur d'abord. Et de formateur en entreprise, je vais aller petit à petit vers le coaching. D'accord. Et c'est les rencontres qui m'ont amené vers toutes ces disciplines. Et puis naturellement, quand je vais commencer à me former au coaching, je vais me dire que c'est super, que j'ai envie de faire ça en plus de mon métier d'acteur. Donc le soir théâtre, la journée formation, coaching. Les deux en même temps, ça veut dire Ouais, pendant plusieurs années, ouais. J'ai eu une vie professionnelle très riche et peut-être trop riche, parce qu'on verra un peu plus tard que ça peut aller jusqu'à l'épuisement, ce que beaucoup de gens connaissent. Mais ça, c'est par la passion, parce que j'aimais tout ce que je faisais. Donc j'y allais à fond. Donc j'ai continué à me former et puis à un moment j'ai commencé à faire du coaching, à aider les autres et puis à me rendre compte que ça me plaisait autant que de jouer des personnages sur scène. Okay. Donc j'ai créé mon cabinet, c'était en 2012 et je suis devenu donc formateur et coach en même temps que j'avais une vie de comédien et ça me permettait finalement d'enrichir toutes les différentes expériences les unes des autres. C'est vrai que je rencontrais des gens avec la formation et le coaching que j'aurais peut-être jamais rencontré autrement. Et puis quand j'étais sur scène, j'avais un public, j'étais avec des copains comédiens, et puis ça marchait bien. Et donc c'était une autre atmosphère, c'était un autre plaisir. Et puis les deux se sont, je dirais, mélangés. Et à un moment donné, je faisais tout ça en même temps et j'étais très heureux. Eh ben, sacrée expérience. Ah oui, ça a été très chouette parce qu'on a eu beaucoup de succès. Le dernier spectacle dans lequel je suis resté longtemps, qui s'appelle Dernier coup de ciseau, qui est toujours à l'affiche, il a rencontré du succès. Il y a eu un Molière pour le spectacle. Donc tout ça, ça encourage et puis ça stimule beaucoup. Et donc moi, j'ai vécu tout ça pleinement. C'était vraiment très chouette. Puis à un moment donné, j'ai fait le choix de prioriser un peu le côté coach par rapport au côté acteur, mais ça veut pas dire que je ne fais plus d'acting ou que j'en ferai plus jamais. C'est juste que maintenant, je suis un peu plus orienté sur le coaching et l'utilisation du théâtre en entreprise, en formation. Et peut-être demain, je retournerai vers le théâtre autrement. L'écriture me tente, par exemple. Donc voilà, il y a d'autres projets. Ok, génial. Alors, juste pour le public qui est un peu moins averti, un Molière, c'est quoi dans le monde du théâtre ? Alors, un Molière dans le monde du théâtre, c'est l'équivalent d'un Oscar à Hollywood. Ok, rien que ça. Ou d'un César dans le cinéma. Voilà, toute proportion gardée, évidemment. Mais ça permet de récompenser un spectacle. Alors, il y a des catégories, un peu comme pour les Oscars et les Césars. Ça peut être un Molière personnalisé pour un acteur, mais ça peut être aussi un Molière pour une mise en scène, pour une comédie, ou bien pour la partie technique, pour la création visuelle, etc. Donc, c'est une très belle récompense qui fait très plaisir évidemment quand on la reçoit, mais c'est pas le moteur qui fait faire tout ce qu'on fait. Et ça fait toujours plaisir. Le moteur, il est où alors justement en tant qu'acteur ? C'est intéressant ça pour nous. Alors moi je dirais que mon plaisir d'acteur c'était avant tout comment dirais-je, créer des personnages, m'inspirer de choses que je voyais dans la vie pour m'en servir après sur scène. Je crois que c'est peut-être le mot-clé d'ailleurs qui rejoint le coaching et le théâtre. Pour moi, en tout cas, c'est la création, mais c'est l'idée de transformation. Tu vois, on va se transformer et devenir, entre guillemets, un personnage. Et de la même façon, en coaching, c'est aider quelqu'un à aller vers une transformation pour lui, avec ses objectifs. Et j'aime ce processus-là où il y a de la création, mais il y a aussi de la réflexion, il y a aussi parfois du doute, mais tout ça fait partie de ce processus vivant de création et de transformation. J'aime ça. Et j'aime aider les autres, enfin ceux qui veulent s'engager là-dedans. Bien sûr, bien sûr. Et est-ce qu'il y a quelque chose qui a été pour toi difficile en tant qu'acteur ? Parce que voilà, on imagine là, tout le succès que tu as eu. Par rapport au Molière, par rapport à Dernier coup de ciseau. La question que je me pose, pour bien comprendre aussi ton histoire professionnelle, c'est est-ce qu'il y avait des choses qui étaient difficiles pour toi en tant qu'acteur ?
Alors oui, il y a plein de choses qui sont difficiles en tant qu'acteur. Après, chacun a ses points de difficulté, je dirais. Moi, j'étais très traqueur, avec tout le temps du doute et beaucoup de trac avant les représentations. Donc voilà, moi j'ai eu à faire un gros travail par rapport à ça. C'est pour ça qu'après accompagner des gens sur ce sujet, je dirais que je le connais aussi de l'intérieur, tu vois. Je suis pas qu'un spécialiste entre guillemets théorique du sujet. Ça c'était une difficulté. Puis après c'est l'idée de confiance en soi, hein, qu'on entend beaucoup aujourd'hui. Moi j'ai douté beaucoup tout le temps, peut-être parfois trop d'ailleurs, mais voilà, je savais pas comment faire autrement, donc j'intégrais ça dans mes personnages. Donc c'est vrai que, alors il y a des personnages qui en apparence ont l'air très sûrs d'eux. Moi l'acteur, je l'étais un peu moins, mais je dirais que ça permettait aussi que le personnage, il ait aussi un background peut-être un peu moins brut, tu vois, trop plein quoi. Ouais, je comprends. Même les gens qui ont l'air très sûrs d'eux, ils ont aussi des zones de faille, et du coup on utilisait les miennes. Par rapport au personnage. Donc voilà, ça c'était une difficulté. Puis après, les autres difficultés, pour moi, c'était celle que rencontrent beaucoup d'acteurs, c'était d'avoir du travail. Alors moi, j'ai eu la chance de travailler en troupe avec un metteur en scène avec qui je m'entendais très bien et avec qui c'était très agréable de travailler, et puis des partenaires super. Mais c'est vrai que c'est un métier que tu peux vivre aussi un peu en solitaire, parce que tu passes d'un projet à un autre. Voilà, moi j'aimais la vie de troupe. Et j'aimais bien l'idée qu'on se retrouve régulièrement. C'est pour ça que j'ai été plus vers le théâtre que vers la caméra, parce que la caméra, une fois que c'est fait, on passe à autre chose. Quand tu dis la caméra, c'est le cinéma, hein, ça peut être cinéma, série, télé. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, on a la chance qu'il y ait des plateformes de séries, mais il y a aussi la télé qui continue à produire des séries. Puis il y a bien sûr le cinéma. Ok, super. Donc voilà, le théâtre me plaisait pour ça, et donc c'était trouver du boulot. Hein, une des principales difficultés des acteurs, c'est de trouver le prochain projet qui soit intéressant, qui permette de découvrir des choses, de faire peut-être des choses qu'on n'a pas encore faites, plutôt que de refaire ce qu'on sait déjà faire. Et ça, c'est je dirais les problèmes de tout le monde. Et puis le fait qu'il y a beaucoup de monde qui est aujourd'hui sur ces métiers, qui est attiré. Donc c'est à la fois bien, parce que je trouve que c'est une émulation, c'est bien qu'il y ait beaucoup de créativité. Après, ça rend aussi les choses parfois difficiles, parce qu'économiquement, quand il y a beaucoup de gens, c'est la loi de l'offre et la demande. C'est plus difficile de tirer son épingle du jeu quand on est face à beaucoup de concurrence, quoi. Ok. Et c'est quoi les conséquences positives d'un tel succès ? Est-ce que par exemple après on te reconnaît dans la rue, est-ce que comment ça marche par rapport à un acteur au cinéma ou à la caméra? Alors, on a une notoriété qui est relative. Hein. D'accord. Si on passe à la télé, on va être beaucoup plus reconnu que si on est au théâtre. Okay. Moi, j'étais au théâtre, ce qui n'empêchait pas que, effectivement, il y a des gens qui peuvent te reconnaître dans la rue, de temps en temps, à une caisse d'un supermarché. T'as la chance que quelqu'un t'a vu et te fait un petit clin d'œil. Dans le métro, ça m'est arrivé que des gens me fassent un petit signe en disant « On a vu le spectacle, c'était super ». Génial. Bon, c'est très agréable. Ça restait quand même assez discret, hein, en ce qui me concerne. Okay. Mais c'est une des conséquences agréables, c'est que les gens sont très encourageants quand on fait ce métier et qu'ils aiment ce qu'on fait. Ils nous le disent facilement, ce qui n'est pas toujours le cas de plein d'autres métiers. Bien sûr. Donc ça donne beaucoup de reconnaissance. Ça donne pas toujours la confiance pour autant, hein. Alors, c'est ça ma prochaine question, effectivement. C'est est-ce que cette reconnaissance donne de la confiance? Donc, tu y réponds un petit peu là. Ouais. Mais quand même, est-ce que ça la nourrit un petit peu? Alors, bien sûr, ça la nourrit quand même un peu, parce que faire et refaire, ça donne confiance dans le fait qu'on arrive à faire. Donc, quand on joue tous les soirs, je pense qu'on progresse et on prend confiance. Mais moi, je parlais de la confiance sur son propre talent, surtout sur ses possibilités, tout ce qu'on peut faire, notre potentiel. Et je sais pas si, même si les gens te reconnaissent et t'encouragent, ça, il faut le travailler, à mon avis, par ailleurs. Et c'est ce que j'ai fait d'ailleurs, mais je suis pas sûr que juste le fait de jouer suffise à ça. Hein, ça règle pas tout un tas de questions qu'on peut avoir en tant qu'être humain. Bien sûr, bien sûr. Et justement, ce qui peut être intéressant, déjà pour clarifier, on parle beaucoup de confiance en soi. Ouais. C'est quoi ta définition à toi de la confiance en soi et comment tu la différencies de l'estime de soi, par exemple? Alors, je vais pas être très original parce que il y a je dirais dans
les nombreuses théories qui existent sur ce sujet, en principe, on fait des grandes distinctions. Bon, l'estime de soi, c'est plutôt la valeur qu'on s'accorde, en tant que personne. On vaut quelque chose parce qu'on est un être qui a de la valeur. Donc l'estime de soi, c'est plus proche de l'image qu'on a de soi, la valeur qu'on se donne. Pour ce qui est de la confiance en soi, alors c'est souvent associé à des capacités. Pour moi, c'est un peu le sentiment qu'on peut faire face à ce qu'on a à vivre, tu vois, dans une situation. C'est-à-dire qu'on pourra s'appuyer sur des capacités qu'on a, mais aussi d'autres ressources. Savoir que, par exemple, on a des gens qui pourraient nous aider, qui pourraient nous soutenir. Donc voilà, c'est un sentiment assez diffus, mais qui fait que par moment, on se sent capable de, ou en capacité de, pour être plus exact, et à d'autres moments, il y en a moins. Donc c'est un sujet qui est quand même un peu, je dirais, vaste et parfois un peu tarte à la crème, parce que on met tout dans la confiance en soi. Personne n'a confiance en soi tout le temps, pour tout. C'est juste que, voilà, c'est un rapport à soi et à ses propres capacités et à son potentiel de faire. D'accord, ok. Et dans cette dynamique, ce qui peut être intéressant à comprendre, en tout cas d'avoir ton avis sur ce sujet-là, c'est qu'on entend de plus en plus cette fameuse phrase qui dit « fake it until you make it ». Par rapport à la confiance en soi, par rapport à des choses qu'on doit réaliser. Quel est ton avis sur la question ? Écoute, je pense que chaque cas est particulier, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des gens pour qui, effectivement, ça va beaucoup marcher. Faire comme si, tu vois, pour renforcer la confiance qui viendra. Okay. Et c'est vrai qu'au théâtre, on peut ne pas avoir tellement confiance en soi, on peut jouer un personnage et ça peut nous aider à avoir un peu confiance en soi. Mais je suis pas sûr que ça marche pour tout le monde et que ça marche dans toutes les situations. D'accord. Tu vois, il y a des gens pour qui faire comme si c'est déjà un tel travail que c'est pas sûr qu'ils vont réussir à donner l'impression aux autres qui sont vraiment eux-mêmes. Moi, je travaillerais plutôt sur quelque chose qui est une recherche d'authenticité. Il vaut mieux afficher une petite confiance, entre guillemets, authentique, plutôt que de fabriquer ou feindre une grosse confiance en soi, histoire de faire croire que tout dépend de notre objectif. Est-ce qu'on veut jouer la comédie ou est-ce qu'on veut vraiment donner cette image-là ? Moi, c'est des sujets où on travaille sur soi, en fait. On n'a jamais fini. Tout à fait. Donc oui, parfois, grâce au théâtre, le fait de simuler ou de feindre, c'est une bonne façon d'aller vers plus de réalité ou d'authenticité du sentiment. Des fois, ça suffit pas, ça marche pas. Donc à ce moment-là, vaut mieux passer par d'autres routes et pas s'enfermer que dans ça. Ça me fait penser aussi à l'idée que parfois on dit l'habit fait pas le moine. Bon, au théâtre un peu quand même. si t'as un costume de prêtre, déjà tu es le prêtre. Et en entreprise aussi. Voilà, il y a quand même quelque chose. Mais après, ce qui est intéressant, c'est d'habiter ça. C'est-à-dire intérieurement d'être bien avec ce rôle, avec soi-même dans ce rôle. Et c'est là où il y a plus de travail de développement personnel, entre guillemets, ou de connaissance de soi. Justement, le développement personnel, ta rencontre avec ce sujet, est-ce que ça s'est fait pendant que tu étais acteur ou ça s'est fait après quand tu as découvert un peu l'environnement du coaching ? Raconte-nous un peu par rapport à ça. J'avais commencé en fait, parce que pour tout dire, en tant qu'acteur, il y avait des choses sur lesquelles c'était difficile pour moi d'avoir accès à certaines émotions, etc. Et j'avais eu, dans ma toute première formation, qui était plus orientée acteur studio, alors pour ceux qui connaissent pas, c'est une méthode américaine qui fait qu'on va aller puiser dans sa propre mémoire sensorielle. C'est-à-dire, on va aller, si on doit jouer quelqu'un de très stressé, on va aller chercher des expériences de stress de sa propre histoire qu'on va amener dans le personnage, la situation. D'accord. Et moi, tout ça n'était pas simple pour moi. Et donc, cette prof de théâtre américaine, avec laquelle je travaillais à Paris, elle m'avait dit, tu sais, les acteurs auraient intérêt à faire un travail de développement personnel aussi pour mieux se connaître. Parce que c'est vrai que on va être l'acteur qui correspond à la personne qu'on est aussi. Donc, j'ai commencé à faire du travail
de développement personnel à cause ou à partir de ça. Et puis après, c'est venu se renforcer par le fait que j'étais coach, et que quand on est coach, c'est-à-dire quand on fait ces métiers d'accompagnement ou thérapeute, c'est essentiel d'être supervisé. Ça veut dire d'être accompagné par un coach de coach ou un thérapeute de thérapeute qui d'une certaine manière nous aide à continuer à travailler sur soi pour mieux comprendre nos réactions, développer notre capacité à être avec l'autre. Et donc, tout ça, c'est, je dirais, mélangé. Et j'ai toujours continué à faire un travail, voilà, de connaissance de moi, de réflexion, et puis régler aussi toutes les choses qu'on peut avoir à régler par ailleurs de sa propre vie personnelle. Donc j'ai commencé assez tôt parce que j'en avais besoin, et je l'ai continué parce que j'en avais envie. Excellent, effectivement, cette notion de prendre conscience de ses besoins, puis après de voir finalement qu'est-ce qui nous motive à continuer à vouloir où on veut rechercher la progression pour pouvoir travailler sur les sujets, effectivement. C'est une façon aussi de mieux vivre avec soi-même et avec les autres, évidemment, mais d'abord avec soi-même. Parce que se connaître, se comprendre, s'accepter, on en parle beaucoup. Ça se résume en 3 verbes, mais c'est un sacré boulot. Et c'est un processus plus que un résultat à atteindre. C'est-à-dire que c'est comment au quotidien je fais avec moi-même, tout en ayant compris des choses, tout en découvrant d'autres choses, et comment je vis un peu comme je serais avec un meilleur ami ou un très bon ami, avec moi-même. Histoire de faire une route plus sympa, quoi. Bien sûr. Plutôt que d'être dans quelque chose de douloureux, quoi. Douloureux, oui, bien sûr. Et d'ailleurs, c'est souvent lié aux pensées. Ce que quand tu dis être avec soi-même, c'est souvent lié à ce qu'on se dit, notre conversation interne. Oui, c'est ça. C'est ça dont tu parles. Oui, bien sûr. Bah, c'est vrai que quand on se répète, tu y arriveras pas. Non, t'es pas doué pour ça. Ça a des conséquences, on le sait. C'est une banalité de le dire, mais tout ça, ça peut être entre guillemets travaillé, ça peut être modifié. Et c'est un peu ça l'idée du coaching, de la thérapie, des accompagnements pour se connaître. C'est mieux vivre déjà avec soi pour être mieux avec les autres, et puis faire des belles choses, pouvoir continuer à réaliser des choses, à créer. C'est chouette, ça. Bah oui, carrément. Et puis on voit comment est-ce que l'esprit collectif et l'intelligence collective peut faire des miracles. Donc effectivement, autant tendre vers ça. Et justement, récemment, là, je suis intervenu dans une entreprise et j'ai identifié beaucoup de problématiques liées notamment au triangle de Karpman. Et en fait, je me rends compte que c'est quelque chose qui s'installe un peu inconsciemment, finalement, au sein des relations en entreprise, la victime, le sauveur, le bourreau. J'aimerais avoir ton regard sur ce sujet, et je crois qu'il y a un autre triangle qui est bénéfique et sur lequel on pourrait effectivement aller, mais je crois qu'il est un peu méconnu du grand public. Donc, oui, c'est vrai que c'est vrai que c'est une grille de lecture, ce fameux triangle. Pour ceux qui connaissent pas, c'est une façon de décrypter les modes relationnels dans lesquels on interagit, tu vois, avec les autres. Et donc, parfois, il se crée effectivement un rapport de sauveur à victime, ou bien de persécuteur à victime. Et donc, avec ce triangle, on décode des choses et on réfléchit finalement à notre manière de nous comporter avec l'autre, et de voir si ça rentre ou pas dans ce qu'on appelle ce jeu psychologique ou ces jeux psychologiques qui sont des modes relationnels. Alors oui, on connaît un peu moins un autre triangle qui serait plus vertueux, mais qui finalement est le pendant de ça, et qui va offrir de la puissance, de la protection, de la permission. Et donc ça va permettre aux gens de transformer ce qui est pas terrible en quelque chose qui est plus adapté. Mais bon, voilà, c'est un peu technique, donc peut-être ça demanderait plus d'explications et de détails. Mais en tout cas, c'est possible. Le vrai message qu'on peut faire passer, c'est que c'est possible de sortir de ce type de mode relationnel pour aller vers d'autres choses beaucoup plus constructives, épanouissantes, satisfaisantes. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Ouais, carrément. Voilà. Et est-ce que tu es d'accord pour dire que la première étape pour pouvoir justement en sortir, c'est d'abord d'en prendre conscience? Est-ce que pour toi c'est ça, ou est-ce qu'il y a autre chose? Alors, souvent, c'est parce qu'on en prend conscience et qu'on est insatisfait et qu'on réfléchit qu'on va mettre en route quelque chose pour changer.
parfois le changement il se passe pas que par la conscience et je dirais l'analyse. Hein. On peut changer des choses de plein de façons. Mais en tout cas, c'est vrai qu'en donnant cet outil ou cette grille de lecture à certains clients, tu peux les aider à prendre un peu de recul sur la situation, sur eux-mêmes, et voir qu'en fait, c'est un petit système qui se joue et qui s'est installé dans lequel ils ont une responsabilité. Ça permet aussi de sortir de l'idée que tout est de la faute de l'autre. Hein, c'est-à-dire que à ce moment-là, on reprend sa place. Et c'est un peu comme au tennis, on est deux à jouer, donc la partie, elle se construit à partir de ce que chacun fait. Et donc, là, c'est la même chose. Donc, c'est des outils de décodage qui permettent de s'interroger aussi sur soi et pas seulement sur l'autre, et s'interroger sur le type de relation qu'on entretient avec l'autre. Tu vois ? Parce que souvent, dans un raccourci, on va considérer que l'autre est un problème. Alors ça, c'est aussi quelque chose que j'ai appris grâce à d'autres approches, dont les pratiques narratives, par exemple. C'est de séparer le problème et la personne. Pour moi, c'est important de considérer, quand on veut réfléchir à résoudre quelque chose ou à améliorer quelque chose, de considérer qu'on n'est pas le problème, mais qu'on est visité par le problème ou qu'on a un rapport particulier à ce problème. Je prends un exemple, la timidité. Moi, j'ai des gens que j'accompagne. Se dire « je suis timide », c'est s'identifier. Et donc, c'est beaucoup se limiter. Parce qu'à partir du moment où je suis timide, c'est comme si c'était un état et quelque chose qui va être quasiment impossible à bouger. Et très fixe, ouais, c'est ça. Voilà, tu vois, c'est une donnée. C'est comme, je suis grand, je suis petit, voilà. Et ça, après, c'est donné. Quand on envisage les choses sous la forme, je dirais, de le problème c'est le problème et la personne c'est la personne, l'avantage c'est qu'on peut dire oui, j'ai une difficulté avec la timidité, c'est-à-dire je suis souvent en proie à de la timidité, envahi par la timidité. Et si on personnalisait la timidité, on pourrait, tu vois, travailler sur le rapport que tu entretiens à la timidité, parce qu'il y a plein de moments où la timidité ne vient pas dans ta vie. Bien sûr. Et c'est plus intéressant parce que du coup c'est moins dévalorisant pour soi-même. On n'est pas entre guillemets ceci ou cela. Ouais. En revanche, on a de la marge de manœuvre avec la difficulté, tu vois, avec la timidité. Comment je pourrais changer mon rapport à ma timidité? Et là, ça devient plus intéressant. Oui, et même plus aidant en fait en termes d'approche pour pouvoir travailler sur le sujet. C'est ça. Ok. Et c'est une approche que je trouve très enfin, elle est reconnue comme ça d'ailleurs, hein, mais très très redignifiante, parce que du coup, tu vois, la personne, elle est pas le problème. Bien sûr. La personne, elle compose avec ce qui est sa difficulté, et elle a aussi des ressources. Et nous, on va s'adresser à elle dans les ressources qu'elle a, en ne la réduisant pas justement à un état ou un problème qu'elle rencontre. Ok, super. Pour revenir un petit peu à ton histoire, donc acteur au théâtre pendant des années, ça cartonne, un Molière, et puis il y a le déclic. De ce que je comprends, c'est qu'il s'est fait au fur et à mesure du temps, ce déclic. C'est-à-dire que tu as eu cette double vie un petit peu entre le théâtre et les entreprises, où tu intervenais chez eux en tant que formateur sur la prise de parole, par exemple, ou sur des sujets liés à ça. Et puis, un jour, tu t'es dit, bah ça y est, je fais le pas complètement et je deviens un consultant ou je deviens coach. Qu'est-ce qui s'est passé? Raconte. Alors, je dirais pas que je me suis dit, je vais faire le pas, parce que le pas, il était fait. J'étais aussi heureux en étant la journée coach et formateur qu'en étant comédien le soir. C'est juste que je me suis interrogé à un moment donné sur ma capacité à pouvoir gérer les deux en même temps. Et c'est ça que je crois j'avais sous-estimé, c'est que faire les deux en même temps, c'est-à-dire la journée du consulting, pour parler un peu technique, hein, formation, coaching, entreprise, ça dans la journée plus du théâtre le soir, ça fait des journées trop chargées. Surtout que le théâtre, ça se finit à quelle heure quand tu fais... Le théâtre, à l'époque, c'était du 21h, 23h. Ah ouais. Donc, je te laisse imaginer, quand on sort de scène à 23h, le temps de rentrer chez soi, de pouvoir décompresser, s'endormir, ça fait des nuits très courtes. Ouais, je comprends. Alors, j'avais beaucoup d'énergie, j'étais très passionné, donc tout ça faisait que ça marchait bien. Sauf que c'est pas très écologique, comme on dit, c'est-à-dire ça respecte pas tout à fait l'équilibre de mon système de vie.
Et donc, à un moment donné, la question s'est posée de quelle orientation je donne à ma vie professionnelle, sachant que je peux pas continuer les deux. Sur quoi est-ce que j'ai envie d'aller miser un peu plus? Tu t'en es rendu compte à quel moment de ça, justement? Je m'en suis rendu compte quand j'ai été épuisé. Ok. C'est-à-dire quand mon corps m'a envoyé des signaux d'alerte, hein, que parfois on connaît tous, d'épuisement, okay. Avec des symptômes particuliers, qui faisaient que ça devenait compliqué de faire les deux. Et donc là, j'ai fait le choix d'interrompre ma carrière entre guillemets de comédien. Pour me centrer davantage sur une activité qui est déjà une activité à temps plein, le coaching et la formation toute la journée. Ouais, c'est clair. Et en me disant, je vais retrouver la créativité à d'autres moments. Et donc, c'est un peu l'idée maintenant, c'est que peut-être demain, je vais avoir une proposition où je vais avoir envie de jouer pendant un certain temps et je mettrai un petit peu en retrait l'activité de coach ou de formateur. Mais faire les deux en même temps, je me suis rendu compte que c'était plus gérable aujourd'hui, en tout cas. Donc, il fallait choisir. Et puis, peut-être aussi que j'étais arrivé, parce que ça arrive parfois professionnellement, même quand on aime ce qu'on fait, j'étais peut-être arrivé à une étape, une fin d'étape de quelque chose. C'est-à-dire, aujourd'hui, refaire du théâtre, ça serait peut-être le faire différemment. Tu vois, en étant peut-être sur un autre rythme, avec d'autres sujets, ou je sais pas. Mais donc revoir Yann Mercure sur scène, c'est possible un jour. C'est ça que ça veut dire. Mais j'espère que c'est possible et j'en serais ravi parce que j'ai pas perdu mon goût de la comédie et de jouer la comédie, pas du tout. C'est juste que c'est difficile à inscrire, tu vois, dans un quotidien. Parce que c'est des métiers à part entière, que ce soit comédien ou coach. Et donc pour combiner ça dans un emploi du temps, c'est pas très facile. En tout cas, moi, j'ai pas trouvé la solution le bon assemblage magique, qui fait que ça tient sur la durée. Ouais, je comprends. Mais ponctuellement, oui, et peut-être même à la caméra ou justement dans une autre façon de faire mon job, je ne sais pas. Bien sûr, et puis en plus, il faut que ça tienne dans la durée et que ça reste aussi à un certain niveau de performance. Parce que c'est ça aussi la clé dans ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on se rend pas toujours compte, mais être un acteur sur scène tous les soirs, ça demande une hygiène de vie, une discipline, parce que c'est un métier où tu utilises tout ce que tu es, c'est-à-dire ton corps, tes émotions, ta pensée, ton énergie, et donc ça demande d'être vigilant et respectueux de ton fonctionnement. Si tu mets déjà beaucoup d'énergie dans autre chose, c'est plus compliqué. Donc voilà, l'idée c'est si on veut faire bien les choses et y trouver le plaisir, parce que moi c'est un de mes moteurs quand même, le plaisir. Ouais. J'ai du plaisir à jouer la comédie, j'ai du plaisir à accompagner, j'ai du plaisir à former. Il faut être en bonne forme. Le plaisir peut être perdu quand on est trop dans l'effort et je dirais dans le quand on est obligé de puiser des quantités d'énergie parce qu'on est en sur-régime. Ça, c'est pas bon. Et d'ailleurs, ça aussi, c'est une chose que j'ai apprise et sur laquelle je peux accompagner des gens en disant, oui, je sais ce que c'est que d'arriver à un moment donné à une mauvaise gestion de votre système énergie au quotidien. Ok, super. Alors là, on arrive à 2020 où tu décides d'interrompre, c'est ça? Ouais, c'est ça. Je fais le choix, voilà. Il y a un contexte, évidemment, hein, j'apprends rien à personne. 2020, c'est aussi beaucoup de questions sur qu'est-ce qui va se passer avec le théâtre. C'est difficile, c'est un secteur qui est en difficulté comme beaucoup de secteurs à ce moment-là. Et donc, c'est là où je réfléchis, qu'est-ce que je fais? Et je me dis, profite de l'opportunité, peut-être parce qu'il n'y aura pas beaucoup de théâtre en 2020, pour aller vers ce que tu sais faire par ailleurs, le coaching. Okay. Et puis c'est comme ça que j'ai pris cette route petit à petit et avec plaisir. Ok, chouette. Aujourd'hui, donc, tu es enseignant à l'IFPNL. Alors, mais tu es aussi donc coach et consultant, c'est ça? Ouais, c'est-à-dire que j'ai, dans le cadre du coaching et de la formation, j'ai plusieurs casquettes, comme on dit. Okay. J'enseigne un modèle qui est la programmation neurolinguistique, la PNL, donc à l'Institut français de la PNL, à l'IFPNL à Paris. Et puis j'ai moi-même des interventions avec mon propre cabinet de coaching dans des entreprises pour des salariés, des managers,
ou bien des dirigeants, parce que tout m'intéresse, et c'est vrai que accompagner ceux qui ont un peu de marge de manœuvre pour induire des choses, ceux qui sont dans des postes de direction, c'est intéressant de travailler avec eux, de réfléchir avec eux. Donc ça, j'aime beaucoup faire ça. Et donc, je continue à enseigner certains modèles, la PNL, le modèle process communication, qui est aussi un modèle, une typologie de personnalité qu'on utilise en entreprise, pour gérer aussi son stress. Et puis, d'autres approches, comme l'approche orientée solution, qui m'intéresse beaucoup. C'est un modèle qui permet aussi de passer plus de temps à travailler sur les solutions que sur le problème. D'accord. Parce que culturellement, quand il y a un problème, on aime bien en parler, ce qui est normal. Mais plus on en parle, plus le problème prend de la place. On peut aussi parler solutions et faire que les solutions prennent beaucoup de place. Bien sûr. Ça, j'aime beaucoup. Et puis, les pratiques narratives, qui est aussi un modèle intéressant pour l'accompagnement, comme j'en parlais tout à l'heure, notamment pour aider les gens dans certaines difficultés à externaliser leurs problèmes, comme on dit dans le jargon. C'est-à-dire à faire en sorte que eux, ils soient bien la personne et que le problème soit distinct d'eux. Bien sûr. Voilà. Ok. Donc, c'est toutes ces activités qui font mon plaisir. Et qui font aussi peut-être la richesse de ce que je peux offrir, parce que j'apprends beaucoup à travers tous ces modèles, mais j'apprends aussi beaucoup à travers les rencontres et les accompagnements que je fais. Et c'est vrai que c'est une chance que j'ai de pouvoir me promener dans des secteurs d'activité différents, et y compris dans des secteurs d'activité où j'ai jamais vraiment été. Tu vois, ça m'intéresse beaucoup, par exemple, de travailler avec des médecins pour un labo pharmaceutique, parce que d'un seul coup, je vais apprendre leur métier, leur façon de fonctionner. Puis après, ça va être intéressant d'aller avec une start-up parce que c'est autre chose. Et puis, ça va être intéressant d'aller travailler dans le luxe parce qu'ils ont aussi une autre approche commerciale. Et voilà. Et moi, je m'enrichis aussi beaucoup avec ces expériences. Ok, chouette. On va partager 4 modèles différents. Ouais. Donc, la PNL, la ProcessCom. Les IOS, les interventions orientées solutions, ouais. Et la pratique et les pratiques narratives, ouais. Ok. C'est mes 4 gros modèles de base. Ok, super. La PNL, pour commencer avec celui-là, je sais que c'est parfois un peu controversé, parfois au contraire c'est un modèle vu comme l'efficacité absolue. Ouais. Qu'est-ce que toi tu peux en dire en tant qu'enseignant? Dans quel cas ça peut être utile d'utiliser la PNL par exemple? Alors, il y a beaucoup d'applications possibles, et ce qui est intéressant avec ce modèle, c'est que c'est un modèle qui est orienté beaucoup sur le comment faire. Tu vois, c'est un modèle américain qui est parti de ce qu'on appelle la modélisation de ce qui arrive à faire. Okay. Donc, c'est comment faire pour réussir ceci ou cela. Okay. Donc, en modélisant ceux qui réussissaient, ça c'est une idée très américaine, l'idée c'est de pouvoir... je dirais se développer soi-même et réussir soi-même comme d'autres peuvent le faire. Donc ça peut servir pour plein de situations de vie quotidienne, parce que qui dit atteindre son objectif dit forcément surmonter des difficultés. Donc la PNL offre des outils pour surmonter les difficultés, pour enlever des états internes, comme on dit, qui sont pas satisfaisants ou qui sont limitants. Mais ça peut aussi aider à renforcer ce dont on a besoin, c'est-à-dire mobiliser les ressources, comme on dit dans le jargon des coachs, c'est-à-dire aider les gens à trouver toutes les ressources dont ils ont besoin. Donc c'est un modèle très large. Il est beaucoup utilisé par des coachs, il est beaucoup utilisé par même des thérapeutes pour accompagner les gens dans le changement. C'est un modèle qui travaille vraiment sur l'axe de la communication, mais aussi beaucoup l'axe du changement. D'accord. Donc voilà, c'est un modèle que je trouve intéressant. Il a l'inconvénient d'avoir un nom absolument barbare, parce qu'effectivement, quand on parle de programmation neurolinguistique, on se dit oulala, qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors effectivement, il est né dans une époque où on parlait beaucoup de programmation informatique, et donc on voulait programmer le cerveau de la même façon. Mais aujourd'hui, la PNL, elle s'est, elle s'est installée dans le paysage des modèles qu'on utilise en coaching. Elle a aussi été complémentée par beaucoup d'autres choses, et elle a inspiré beaucoup de nouveaux modèles, et il y a beaucoup d'approches aujourd'hui qui ont, entre guillemets, des liens avec la PNL, ce qui fait que c'est un outil qui reste valable, qui reste super intéressant,
mais qu'on peut aussi associer à plein d'autres choses. Ok, très bien. Ce que je te propose, c'est de prendre un exemple concret pour essayer d'illustrer un peu comment est-ce que la PNL peut nous aider. Ouais. Imaginons que je ne sache pas faire de piano du tout et que j'ai envie d'apprendre à faire le piano. D'accord. À jouer du piano, pardon. Est-ce que la PNL peut m'aider, par exemple ? Oui, alors la PNL, elle pourrait t'aider parce que on discutait de ça tous les deux, en PNL, on a ce qu'on appelle des questions puissantes qui permettent d'aider la personne à réfléchir à son projet. Et tu vois, souvent, ce que le coach va utiliser, c'est un peu cette méthodologie de questions qui permettent de progresser. Okay. Autrement dit, tu as un objectif, tu veux apprendre le piano. Y a des questions intéressantes qu'on peut se poser, comme par exemple, qu'est-ce qui dépend de toi dans le fait d'apprendre le piano ? Qu'est-ce que tu vas faire qui dépend de toi ? Alors ça peut être, c'est vrai, acheter un piano, ça dépend de moi. Trouver mon prof, suivre mes cours, ça dépend de moi. Donc ça va donner des sous-objectifs qui sont en fait des tâches que tu vas pouvoir te donner. Et puis tu vas pouvoir te poser des questions sur en quoi c'est important de faire du piano maintenant. Donc ça va te stimuler, travailler ta motivation. Puis tu vas pouvoir réfléchir après à est-ce qu'il y a quelque chose qui t'empêche, par exemple ? Est-ce qu'il y a des choses dont tu aurais besoin ? C'est-à-dire que c'est un outil, la clarification d'objectifs en PNL, c'est un outil qui va t'aider à structurer ta pensée de manière à optimiser l'atteinte de ton objectif. Parce qu'une fois que tu t'es posé toutes ces questions, tu as des choses à faire. Et voilà, tu peux t'orienter davantage vers ton objectif. Voilà, ça nous aide à dépasser des obstacles par moment, à fixer des objectifs bien sûr, et parfois à renforcer les moyens dont on a besoin. J'ai l'impression que comment tu me l'expliques, c'est un facilitateur de passage à l'action. Absolument, c'est ça. Ça va faciliter les choses en apportant un peu de structure, un peu de méthode. Ça va aider à construire le projet davantage. Ok, très bien. Donc ça, c'est pour la PNL. Ouais. Ensuite, il y a la ProcessCom. Qu'est-ce que la ProcessCom ? Alors la ProcessCom, en gros, c'est un modèle qui s'oriente sur la connaissance de soi en termes relationnels, en termes de communication, comment je communique, comment je suis dans la relation à l'autre, et qui s'intéresse aussi à mes formes de stress. Voilà. Comment le stress va se manifester chez moi et chez les autres, évidemment. Donc, c'est comme une grille de lecture où on va avoir des types de personnalités. Et donc, le ProcessCom dit il y en a 6. Et à partir de ces types de personnalités, comme on est composé de tous ces types de personnalités, mais dans des proportions différentes, on va avoir plutôt une tendance à ceci ou une tendance à cela. Et ça va aider, là encore, à mieux se connaître et à pouvoir parfois comprendre aussi de quoi j'ai besoin pour aller bien, pour être motivé, pour être performant. Et avec ce modèle, on travaille beaucoup, et c'est pour ça qu'il intéresse les entreprises, sur le fonctionnement optimal, et comment mieux gérer le stress de manière à être efficace. Ok. Donc plutôt en entreprise, en tout cas, c'est l'intérêt... Oui. Alors, les entreprises sont friandes parce que c'est vrai que quand tu constitues une équipe, il y a des forces qui sont intéressantes à articuler les unes avec les autres. Donc, tu vois, dans le modèle ProcessCom, il y a des gens qui sont plus orientés vers l'action immédiate, des gens qui sont plus orientés vers la réflexion. C'est intéressant dans une équipe de constituer, à partir de ce modèle, finalement des inventaires de personnalités qui se complètent, qui s'enrichissent mutuellement. Et donc, voilà pourquoi l'entreprise l'aime bien. Mais moi, je propose aussi à des gens qui veulent juste se connaître, mieux comprendre certaines situations, mieux décoder certaines situations personnelles, avec leurs proches, leur entourage. Et c'est un outil de connaissance de soi aussi. Il y a vraiment les 4 axes. Il y a la connaissance de soi, il y a la manière de communiquer que j'ai, il y a évidemment une meilleure connaissance aussi de comment fonctionne l'autre, et puis la relation. Tu vois, donc gestion de soi, gestion des autres, relation. Et le stress, la gestion du stress, tu mettrais dans quelle partie ? Ça peut être la gestion de soi, si je gère mon stress, mais ça peut être aussi la gestion dans la relation de comment je gère un stress qui s'est installé entre nous. Tu
Tu vois, avec ce modèle, on a vraiment de quoi faire. Ok, donc c'est une grille de lecture supplémentaire en fait, si je comprends bien. Absolument. Okay. Exactement. Et de lecture et de compréhension de soi et des autres. C'est ça. Et qui donne évidemment des préconisations. Qu'est-ce qui serait plus adapté de faire? Voilà. Tu vois, parce qu'elle corrèle aussi ce qu'on appelle des sources de motivation à nos fonctionnements. Et les sources de motivation qu'on appelle les besoins psychologiques, eh ben c'est intéressant de les connaître. Si j'ai besoin d'avoir de la complicité avec les gens pour bien fonctionner, bah, comment je peux justement la trouver, cette complicité, comment je peux la mettre en place. Si au contraire j'ai besoin de solitude, parce que j'ai besoin de temps pour moi, bah, à ce moment-là, c'est important de le savoir. Donc ce qui est intéressant avec ce modèle, c'est c'est un test qu'on passe au départ avec un questionnaire en ligne. Et derrière, on en a un exemplaire, enfin on a le résultat de son inventaire de personnalité. Et à partir de là, on peut réfléchir à des situations qu'on vit, à des situations qu'on a vécues, qu'est-ce qu'on pourrait faire, comment améliorer les choses. Et puis, ça permet de se positionner par rapport aux autres. Bien sûr. Et donc, c'est vraiment, je trouve, une façon aussi de rentrer dans le travail sur soi qui est tout à fait intéressant. Puis en plus, il y a quelque chose d'exceptionnel sur ce test, si mes souvenirs sont bons, mais tu vas me corriger, c'est que je crois qu'il a été réalisé pour la NASA ou quelque chose comme ça, non? Oui, alors au départ, le concepteur du modèle, Debbie Keller, c'est un docteur en psychologie américain qui a eu ses recherches financées par la NASA. C'est-à-dire que la NASA était intéressée pour envoyer, tu vois, des gens dans l'espace en disant on va constituer des équipages. Comment optimiser le fait que l'équipe s'entende bien, qu'elle soit performante quand elle sera là-haut dans l'espace. Et donc, ils ont été très intéressés par le travail de Debbie Keller. Et ils ont du coup financé les recherches, ce qui fait que le questionnaire qui a été établi et qui sert encore aujourd'hui de référence, puisque c'est le questionnaire qu'on passe quand on veut avoir son profil, c'est un questionnaire que la NASA fait aussi passer à des astronautes qu'elle veut recruter. Bah oui, parce que c'est les mêmes questions. Ce que je trouve exceptionnel, c'est que ce soit ouvert comme ça au public. Oui. Et que chacun de nous puisse, en investissant à peu près 400-500 euros, je crois. Oui, c'est quelques centaines d'euros, parfois moins dans certains cas. On peut avoir accès à son inventaire. Ce qui est vraiment passionnant, c'est que c'est très riche. C'est un inventaire qui va être très complet, qui donne beaucoup d'informations. Et qui permet aussi de comprendre une certaine évolution, puisqu'il tient compte du fait qu'au cours d'une vie, on peut changer de source de motivation, on peut avoir des événements de vie qui font que on fonctionne pas tout à fait de la même façon qu'avant. Et ben tout ça se retrouve dans le profil. Et aujourd'hui, pour être tout à fait complet sur le sujet, le modèle, il est même utilisé, il a été développé maintenant vers un modèle de thérapie, c'est-à-dire que il y a process communication modèle et il y a maintenant process thérapie modèle, qui est un prolongement, toujours à partir des mêmes données de travail, mais qui permet là d'aller vers un accompagnement de type plus thérapeutique. Donc moi, je suis pas formé à ça, par exemple, mais il y a des thérapeutes qui travaillent avec ce modèle maintenant. Mais par contre, tu es formé sur la process com. Bien sûr, je suis formé. On veut faire le test, on peut le faire avec toi. Voilà, on peut faire le test avec moi et après, on aura bien sûr un temps de débrief et on aura comment utiliser et tirer profit de ce modèle. Ok, c'est chouette. Alors moi, je peux partager mon expérience parce que effectivement, j'ai eu la chance de le faire avec toi. Ça a été une véritable révélation parce que j'ai compris plein de choses. Et d'ailleurs, ce qui était extraordinaire, c'est que en fait, je me suis complètement trompé dans le pronostic que j'avais fait de mon profil. C'est-à-dire que je pensais que j'étais, je sais plus, je crois que j'étais le jaune, donc c'était l'énergiseur ou quelque chose comme ça. Je croyais beaucoup que j'étais ça. En fait, pas du tout. J'étais le rouge, donc le promoteur. En base, en tout cas, voilà. Yann vous expliquera ça très très bien. Et ça, pour moi, ça a été vraiment révélateur parce que je m'attendais pas du tout à avoir cette différence, en fait. Oui, ce qui est intéressant, c'est que quand on passe le test, la première fois, on répond à des questions, on coche des cases, très bien. Mais ensuite, quand on va travailler au débrief, on va réfléchir ensemble parce qu'on va quand même se dire que l'ordinateur ne sait pas forcément mieux que toi qui tu es. Bien sûr. Il a simplement, lui, la capacité de recouper énormément d'informations pour donner statistiquement la probabilité de quelque chose d'assez fiable, voire très fiable. Mais quand même, la personne reste celle qui se connaît le mieux. Exactement. Et donc, on interroge, et c'est là qu'on peut être surpris, effectivement, parce qu'on a une perception de soi
qui parfois est pas tout à fait celle que les autres ont et Exactement. que l'ordinateur nous propose. Exactement. Et donc, en termes d'outils de connaissance de soi, moi, ça a été le meilleur que j'ai fait. Et pourtant, j'ai fait beaucoup de tests. Et donc, je peux en témoigner. Oui. C'est assez formidable. Et c'est vrai que tu t'en sers encore. Parce que je m'en sers encore. Régulièrement. Voilà. Bah oui, parce que c'est une grille de lecture, mais c'est aussi, je dirais, comme un point d'ancrage sur lequel tu peux régulièrement revenir. C'est ça. Pour comprendre, pour Exactement. te ressourcer. Exactement. Ça insiste, le modèle insiste aussi beaucoup sur comment on se ressource. Voilà. C'était là où je voulais en venir, effectivement. C'est qu'on a parlé de la source de stress. Ouais. Et comment est-ce qu'on réagit en stress. Mais ce que j'ai trouvé formidable aussi, c'est comment on peut se ressourcer avec notre profil. Et ça, j'ai trouvé ça génial parce que ça m'a permis de me donner des clés concrètes de comment est-ce que je pouvais faire. Par exemple, moi, j'ai appris que le sport, c'était obligatoire par rapport à mon profil. Sinon, je pouvais très facilement rentrer en zone de stress et que le sport agissait comme un régulateur. Ouais. Donc, c'est là où c'est passionnant. C'est que finalement, ça peut soit mettre des mots sur ce qu'on pensait être vrai ou pas et qu'on faisait déjà naturellement, ou tout simplement nous donner un autre angle de vue par rapport à ce qu'on imaginait être, mais pas du tout en fait, c'est autre chose. Donc c'est ça qui est génial. Et après, on peut confronter ça régulièrement à la réalité, Exactement. C'est-à-dire est-ce que ça marche comme le modèle me le dit ou pas. Exactement. Et c'est passionnant. Moi, c'est un outil que je trouve vraiment intéressant, notamment quand on a besoin de choses très concrètes. Ouais. Parce qu'on a après comme une feuille de route sur voilà ce qui vous est recommandé, ça va vous aider à bien fonctionner. Donc voilà, j'encourage les gens qui ont envie de mieux se connaître déjà. Tout à fait. À l'utiliser. Moi, par exemple, ce test-là, c'est un regret pour moi de l'avoir fait aussi tard. J'explique pourquoi. Parce que quand je me suis lancé en entrepreneuriat, j'avais pas toute cette connaissance de moi. Ah oui. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que avec mon profil de promoteur, quand je suis sous stress, je grignote. Quand je suis sous stress, je vais mettre à manger des choses qui sont pas forcément bonnes pour ma santé. Et ce qui s'est passé, c'est que comme j'ai beaucoup mangé jusqu'à ce que je fasse le test et que je me rende compte, eh bien, j'ai pris du poids. Et ce poids-là, je pense que je l'aurais pas pris si j'avais eu conscience d'entrée de jeu comment j'aurais pu me ressourcer autrement qu'en mangeant pendant ma source de stress. Donc vraiment, c'était assez intéressant. C'est intéressant. Après, le test, il arrive dans nos vies quand il arrive. Voilà, c'est ça. Et ce qui est intéressant, c'est voilà, qu'est-ce qu'on va en faire. Exactement. Et le dernier point qui était vraiment passionnant, c'est qu'effectivement, tu l'as dit, en fait, on peut continuellement retravailler dessus. Bien sûr. Et moi, encore aujourd'hui, ça m'arrive de le reprendre, de le relire pour voir où j'en suis. Et ce qui est intéressant quand on veut l'utiliser comme un outil aussi de travail, c'est que ça va nous permettre de développer. J'ai dit tout à l'heure, il y a 6 composantes. Ça veut dire qu'il y a 6 facettes en nous qui cohabitent. Et comme on en a développé naturellement, entre guillemets, certaines plus que d'autres, on peut travailler à développer tout ce qui est intéressant dans les autres facettes. Ce qui veut dire qu'on enrichit notre personnalité. Puis le dernier point, c'est que comme on s'identifiera pas à une facette, puisque c'est jamais qu'une facette de tout ce qu'on peut être, voilà, on peut aller chercher, il y a de la ressource, il y a plein de qualités dans tout, on possède le tout. Voilà, comment on en fait une utilisation optimisée, j'ai envie de dire. Exactement. Et ça, c'est un travail qu'on peut continuer à faire régulièrement à partir du moment où on connaît son profil. Tout à fait. Et pour illustrer justement par un exemple concret ce que tu viens de dire, c'est que moi, par exemple, le promoteur, c'était donc ma base. Et tout en haut, j'avais bizarrement, je l'ai oublié, comme un acte manqué, c'est celui qui était bleu. Oui, l'analyseur. Voilà, l'analyseur, donc tout ce qui est structure. Et donc, ça m'a permis aussi de prendre conscience que je devais aller chercher et puiser dans des ressources pour atteindre cet étage-là, et que c'était pas naturel pour moi et que c'était OK. En fait, c'est ça aussi qui est intéressant. Ça explique parfois certaines difficultés et ça montre une route possible si tu veux travailler le sujet. Voilà, exactement. On dit en ProcessCom, prends l'ascenseur et monte dans ton étage concerné. Alors là, en l'occurrence, ton bleu. Pour aller chercher là des ressources et ce dont tu as besoin pour ce que tu fais. Et ça m'a aussi donné une permission. C'était de faire comme finalement mon profil me disait de faire, c'est-à-dire de me faire confiance sur le fait de faire différemment. Et ça a été un sujet révélateur aussi pour moi et qu'on a travaillé ensemble. Ça a été d'accepter et de me donner la permission. Et c'est ça aussi que ça donne ce test, c'est d'arrêter de culpabiliser, parce que moi je culpabilisais tout le temps avant, de me dire mais moi je suis pas structuré, je suis pas comme les autres, etc. Et au final de prendre conscience que finalement on est tous différents et qu'il y a quand même des forces à travers la manière dont je fais, et de pouvoir capitaliser là-dessus pour pouvoir progresser et avancer. En tout cas moi ça m'a fait vraiment passer un cap, donc je peux dire que la ProcessCom est très efficace effectivement.
Écoute, merci d'apporter ton témoignage. C'est vraiment, voilà, c'est un outil qui apporte beaucoup et qui continue à être très utilisé en entreprise. Alors évidemment avec les réserves qu'on peut donner, c'est-à-dire c'est pas non plus la vérité universelle, c'est juste une grille de lecture particulièrement aidante à certains endroits et qu'on peut utiliser d'une manière tout à fait intelligente sans en faire une obsession comme parfois des gens voudraient après ne fonctionner qu'avec ça. Non, je dis toujours les outils sont au service de qui vous êtes et de ce que vous faites. Et non l'inverse. Et voilà, exactement. Donc ça c'est pour le deuxième, le ProcessCom. Pour le troisième, iOS. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler pour comprendre un peu ce que c'est concrètement ? Alors, pour faire court, c'est un modèle qui va aider à résoudre un certain nombre de situations difficiles et parfois particulièrement en équipe. Ça peut être intéressant de l'utiliser. Ça s'appuie sur quelques grandes idées. La première étant que, comme je disais tout à l'heure, plus on parle d'un problème, plus on le fait exister. Plus on s'oriente vers de la solution ou en tout cas des options de solution, plus le cerveau va travailler à faire que la solution prenne beaucoup de place dans notre tête. J'ai envie de dire, c'est la différence entre réfléchir longtemps à pourquoi nous n'y arrivons pas et pourquoi et à cause de qui et à cause de quoi versus comment est-ce qu'on pourrait adapter quelque chose aujourd'hui compte tenu que ça n'a pas marché. Comment Tu vois, c'est le pendant de chercher les causes. Là, on va pas être obsédé par les causes. Ça veut pas dire qu'on s'y intéressera jamais, mais ça veut dire qu'on va pas y passer l'essentiel de notre réflexion. Donc, c'est un modèle de questionnement qui oriente vers la solution et la résolution, plus que vers l'analyse du problème. D'accord. Je pense aux chefs d'entreprise peut-être qui nous écoutent, ou tout simplement les managers. Est-ce que tu aurais vécu par exemple un exemple en entreprise où tu as utilisé ce modèle-là et où ça a été efficace ? Par exemple, tu vois, un manager orienté solution, donc qui connaît ce modèle, quand il va travailler avec son équipe, il va pas poser la situation de la même façon. Ah, d'accord. Donc c'est la présentation en fait. Voilà. Donc par exemple, j'ai travaillé il y a quelque temps avec une équipe qui avait des grosses difficultés relationnelles. C'est une très grosse équipe. Ils travaillent postés, donc il y a des gens qui sont là à certaines heures, puis d'autres à d'autres. Tu vois, il y a beaucoup de complexité dans le fonctionnement de l'équipe. Et ils se plaignaient de difficultés relationnelles entre eux, de communication. On a fait des ateliers de réflexion autour de comment on pourrait améliorer ça, comment on pourrait faire ça, mais en co-construction, c'est-à-dire que tout le monde participe. D'accord. Mais on n'a pas cherché à cause de qui ça marchait pas bien. On n'a pas passé beaucoup de temps à, si tu veux, stigmatiser des personnes, ce qui est absolument pas constructif, et qui met les gens dans la peur et du coup dans la défensive. Bien sûr. Là, on a dit, un peu comme on pourrait le dire en pratique narrative aussi, dans l'autre modèle, finalement, quel est le problème que rencontre notre équipe ? Notre équipe, elle rencontre un problème qu'on pourrait appeler tension relationnelle. Ok. Alors, travaillons à résoudre tous ensemble ce problème, mais à le résoudre d'une manière où chacun peut apporter quelque chose et où on va vers des solutions plus que vers un détail analysé de comment on en est arrivé là et à cause de qui et qu'est-ce qui a déclenché ça. Tu vois, c'est pas la même façon de penser. Donc ça veut dire que derrière, on se pose pas les mêmes questions. Donc j'aime bien moi les questions qui font réfléchir à comment est-ce que on pourrait réaliser ça. On peut s'appuyer aussi en orientation solution sur des situations qu'on a déjà traitées. Tu vois, qui sont donc des expériences ressources, en disant voilà, on avait déjà eu des difficultés de communication ou de relationnel. Comment est-ce qu'on avait fait à l'époque ? Et tu vois, et on va travailler avec ce comment beaucoup. Et c'est l'idée de l'orientation solution. Ouais, je comprends. Tu dis aussi que un manager qui est formé à cette méthode, on est d'accord que pour ça, on peut faire appel à quelqu'un
qui vient, comme tu viens de me le donner dans l'exemple, Oui. on n'est pas obligé de se former en tant que manager. On peut faire appel à une aide extérieure. Alors, absolument. On peut soit, en tant que manager, être formé à l'outil pour pouvoir l'utiliser dans son management. Au quotidien. Donc là, voilà, Okay. moi, je forme des managers Ok. à ça. Mais on peut aussi faire appel à un coach qui va utiliser cette méthode, tu vois, et qui va venir travailler avec l'équipe et le manager. Ok. C'est un peu ce que j'ai fait là dans le cas que Bien sûr. l'évoquais tout à l'heure. Les dirigeants n'avaient pas été formés à la méthode. En D'accord. revanche, moi, j'étais là pour poser ce cadre de travail et pour faire en sorte que tout le monde puisse être dedans. Tu disais justement que c'était une grande équipe. C'était combien de personnes à peu près pour se rendre compte? Cinquantaine. D'accord. Donc, c'est des sous-groupes, j'imagine, c'est Oui, ça? c'est ça. Ok. Et qui devaient travailler ensemble. Et donc, il y avait des sous-groupes dans la grande équipe. Mais Ok. nous, on a travaillé. Et on a pu travailler en petites équipes. D'accord. C'est-à-dire, on a pu travailler avec 4-5 personnes par moment. Mhm. Puis une autre équipe travaillait à 4-5 personnes. Mhm. Ce qui fait que à l'arrivée, on a pu retrouver à la fin quelque chose de plus collectif, grand. Ok. Mais on a travaillé en sous-groupe Ok. et avec toujours la même méthode. Ok. Bon, bah, ce modèle-là, pour moi, c'est clair aussi. Et le dernier, alors que je ne connais pas du tout. Oui, alors. Pratique narrative, c'est ça? Et qui est mon petit dernier, si Ouais, je puis c'est dire, ça. dans l'ordre d'apprentissage, C'est ça. que j'aime beaucoup. Ça s'appelle les pratiques narratives. L'idée, là, c'est... En fait, on se raconte tous des histoires. Ouais. Et on a des histoires de vie, des expériences de vie. Et en fait, à partir de ces histoires-là, on se crée des identités. Très Tu juste. vois, je suis ceci, je suis cela. Avec les pratiques narratives, on va travailler à reconstruire des nouvelles histoires. Ok. Parce qu'il y a des histoires qu'on se raconte qui nous enferment, et il y a des histoires qu'on se raconte qui nous portent et qui nous libèrent. Bien sûr. Comment on réécrit l'histoire? Comment on crée des nouvelles histoires qui vont être plus porteuses? C'est ça l'idée. Ok. Donc c'est une approche qui est à la fois, je dirais, littéraire, métaphorique, et surtout très créative. Parce Ok. que ça va faire appel à, finalement, à tout ce qu'il y a de positif pour créer quelque chose de positif. Ok. Donc moi, ce que j'aime particulièrement dans cette approche, c'est le fait de travailler, là encore, on va réparer des histoires. On n'a pas besoin de réparer des personnes, puisque la personne est la personne, et que le problème, c'est le problème. Bien sûr. Mais on peut réparer une histoire Ok. qui est douloureuse et qui a fait que, pour la personne, ça a créé beaucoup de difficultés. Donc, c'est une approche qui permet vraiment de travailler sous forme très conversationnelle. Ok. Et où on va régulièrement, en tant que coach par exemple, s'appuyer sur tout ce que la personne possède et qui peut l'aider. Dans cette approche, comment dirais-je, qui a été portée par des psychologues et travailleurs sociaux au départ. Ce qui est intéressant, c'est l'image qui nous est donnée, par exemple, de David Epstein, qui est un des fondateurs, enfin qui a porté le modèle. C'est que quand quelqu'un est en difficulté, c'est comme s'il était au milieu d'une rivière et qu'il était en train de se noyer. Ok. L'idée avec les pratiques narratives, c'est de lui proposer de l'amener sur la rive. C'est-à-dire le sortir de la rivière et le mettre sur la rive pour qu'il soit dans une position où toute son énergie n'est plus concentrée à survivre parce qu'il est dans le torrent, mais où il peut commencer à redevenir, entre guillemets, plus capable d'accéder à ses propres ressources parce qu'il est sur le côté. Bien sûr. Donc ça, c'est la métaphore, si tu veux, qui raconte pour moi Ok. comment on va aider les gens à travailler, non pas en insistant sur ce qui va pas, mais en s'appuyant beaucoup sur ce qui va déjà. Parce que quand on est dans une difficulté, on peut avoir tendance à penser qu'on sait rien faire, qu'on est nul. On grossière, en fait. Voilà, le et problème. on grossit le problème, et on en oublierait presque qu'on a quand même réussi plein d'autres choses dans notre Sûr. vie, quoi. Et donc, remettre la personne en contact avec ça, c'est lui permettre de gérer cette situation différemment. Donc voilà pourquoi on dit que c'est une approche redignifiante. Bien sûr. Elle va rendre à la personne aussi beaucoup de dignité et une estime d'elle-même bien meilleure. C'est toujours intéressant de se voir comme quelqu'un qui a plein de potentiel plutôt que comme quelqu'un qui a raté plein de choses. Bien sûr. Donc cette transformation-là, elle se fait par ce modèle et tout ça à partir des histoires. Ok. Tu vois, raconte-moi l'histoire de ce problème, raconte-moi l'histoire de quand tu avais réussi à faire ça, Ok. et on voit comment les histoires différentes amènent des résultats différents. Bah, pour rebondir en plus sur cette phrase que tu viens de dire, c'est Martin Latulippe qui dit ça.
il dit changez votre histoire, changez votre trajectoire. Absolument. Et je trouve que c'est très juste en fait par rapport à ce que tu me présentes. Bien sûr. Toutefois, la question que je me pose là maintenant, c'est pour qui? C'est-à-dire que c'est plutôt pour du coaching individuel, j'imagine. Là, c'est plus trop pour les équipes ou quand même si. Mais c'est ça qui est passionnant, c'est que évidemment, on pense accompagnement d'une personne. C'est sûr, c'est logique. Tu arrives avec ta difficulté, raconte-moi l'histoire et on va travailler sur cette histoire. Mais les équipes, elles ont aussi des histoires. Okay. Tu vois, une équipe qui a perdu son chef, qui a eu un autre chef, qui est pas resté, puis il y a eu un troisième chef. L'équipe a une histoire avec les changements de chef et tout ça. Donc, on va pouvoir utiliser la méthode. Alors, évidemment, on va faire des aménagements quand on est en collectif ou quand on est en individuel, mais on va être sur la même philosophie. L'histoire de l'équipe, au lieu d'être l'histoire de la personne. Le problème ou les problèmes de l'équipe versus les problèmes de la personne. Donc, c'est aussi bien adaptable dans les deux cas. Et c'est très intéressant parce que c'est aussi une approche que moi, je couple beaucoup parce que je trouve qu'elle est très cousine de l'orientation solution. Elle s'appuie beaucoup sur les ressources et elle cherche aussi beaucoup de la solution. Donc, après, tu vois, c'est ça qui est passionnant quand tu es coach, c'est que tu vas pouvoir, selon les situations, travailler davantage avec ce modèle ou avec celui-là, ou les combiner et créer quelque chose de tout à fait original. Ce que prône d'ailleurs la pratique narrative, puisque chacun se l'approprie une fois qu'on est formé et fait avec cette méthode preuve de créativité pour résoudre telle ou telle situation. Donc moi, j'utilise beaucoup en coaching individuel, mais pas seulement. Mais aussi en coaching collectif, de ce que je comprends. Au final, grâce à la combinaison de toutes ces méthodes, ça crée la Mercure. Ta méthode. C'est vrai. D'une certaine manière, je propose aujourd'hui une méthode qui est le fruit de toutes ces méthodes combinées. Et c'est ça qui me permet aussi d'être aussi créatif et d'accompagner avec beaucoup de plaisir et de succès les gens en fonction des difficultés qu'ils rencontrent et des choses qu'ils veulent résoudre. Bien sûr. Est-ce qu'il y a quelque chose dont tu es fier, Yann ? Un accomplissement. Alors, on a beaucoup parlé effectivement du théâtre. Est-ce qu'en tant que consultant, quelque chose dont tu es fier, ou en tant que coach que tu es aujourd'hui ? Alors, oui, il y a des choses desquelles je suis fier. C'est souvent des choses qui sont plus en lien avec moi. C'est-à-dire que, par exemple, je suis fier d'avoir pu mener pendant plusieurs années, plusieurs choses de front et faire qu'aujourd'hui, tout ça puisse se réunir. Tu vois, c'est-à-dire que je suis fier de pouvoir incarner à certains moments la coexistence en moi de plusieurs mondes. Tu vois, quand j'amène un peu de théâtre dans l'entreprise ou que j'amène tel modèle dans mon coaching associé à tel autre modèle, je suis fier parce que au départ, ça me semblait impossible. Tu vois, au début, j'imaginais pas que, en tant que comédien, par exemple, je serais capable de créer mon cabinet, je serais capable d'aller rencontrer des dirigeants, discuter avec eux. J'avais l'impression qu'à travers qui j'étais, tout ça était quand même très loin. Ma fierté, c'est d'avoir travaillé sur des limites que j'avais et de les avoir repoussées et d'avoir réussi à faire des choses que je ne me croyais pas forcément capable de faire. Tu vois ? De la même façon, quand j'ai démarré le métier de comédien, je suis fier d'avoir pu jouer devant des salles de milliers de personnes parce que je me disais, quand je vois comment je traque dans un cours de théâtre où on est 12, mais comment je vais faire quand il y en aura 500 devant moi ? Ça, c'est des fiertés. D'avoir pu repousser mes limites. Voilà. Après, bien sûr, il y a des choses dont je peux être fier, mais qui sont plus des choses de réalisation, bien sûr. Comment dirais-je, concrète, d'avoir réussi telle action, ça peut donner de la fierté. Mais moi, c'est plutôt une fierté par rapport à un parcours, tu vois, d'où je viens, où je suis aujourd'hui. Je me dis, ah ouais, c'est chouette, t'as bien avancé. Parce que à l'époque où tu voulais piloter ton frère, aujourd'hui, t'es devenu un frère super cool. C'est bien. Bravo Yann, bravo. Merci. Pour ce bel accomplissement.
Et à côté de ça, est-ce que il y a eu peut-être une erreur que tu as fait et une leçon derrière que tu as appris, puisque je pars toujours du principe qu'en général, quand on fait une erreur, il y a toujours une leçon cachée. En tant que coach, depuis que tu fais ce métier, est-ce que il y a une erreur que tu as fait, tu te dis ah mince, si j'avais su, j'aurais fait autrement, et la leçon, c'est quoi que tu pourrais nous partager, si tu as envie, bien sûr, de nous partager ça. Alors des erreurs, j'en ai fait plein et j'ai appris beaucoup de choses. Après, ce qui est compliqué, c'est de les ramener là à l'instant T, parce que je suis riche de beaucoup d'erreurs. En fait, heureusement que j'ai pu faire des erreurs. Okay. C'est ce que je dis souvent d'ailleurs aux gens que j'accompagne, c'est heureusement qu'on peut se donner la possibilité ou parfois la permission de faire des erreurs. Parce que si on peut pas faire des erreurs, alors pour moi, c'est difficile de progresser et c'est quasiment impossible de réussir. Donc, oui, j'ai fait des erreurs et peut-être qu'une erreur, ça a été pendant longtemps de vouloir faire les choses parfaitement, tout de suite. Tu vois, que ce soit tout de suite au top. Ouais, tout de suite, waouh. Le souci du perfectionnisme, je le connais, parce que je l'ai longtemps combattu. Alors, je dis pas qu'aujourd'hui, ça me traverse plus l'esprit, mais j'ai un autre rapport à ça. Mais à l'époque, tout ce que je faisais, il fallait que je le réussisse. Et donc, il fallait que ça soit au top. Et donc, ça met une pression énorme. Et l'erreur, elle est là. Elle est de penser que c'est plus important d'avoir réussi la chose que de l'avoir faite. Ok. Et aujourd'hui, je pense que c'est plus important de le faire que de le réussir. Bien sûr. Parce que c'est peut-être une réussite en soi, finalement, de le faire. Oui, absolument. Et puis quand bien même c'est pas une réussite, comme tu disais très justement et comme me disait Mandela, soit je réussis, soit j'apprends. De toute façon, de faire quelque chose, c'est être en mouvement. Et le fait d'être en mouvement, pour moi, c'est déjà être en vie. La vie, c'est le mouvement. Alors que quand je me fige, parce que il faudra que ce soit bien, alors du coup, tu vois, je freine. Et à un moment donné, presque, je fais plus rien, tellement je suis pétrifié. Parce que si je fais et que c'est pas bien, qu'est-ce qui va se passer ? Ça rejoint un peu le sujet aussi de la prise de parole, tu vois. Prenez la parole, ça va pas être exceptionnel, mais c'est pas grave. En fait, ça n'a pas tellement d'importance que ça soit pas exceptionnel. Bien sûr. Ça sera ce que ça sera, et peut-être déjà ça aidera plein de gens, ça fera plaisir à des gens, et ça apportera une contribution. Exactement. Donc voilà. Donc ça, c'était une erreur d'avoir cru longtemps qu'il fallait tout maîtriser, être parfait, pour pouvoir s'autoriser à faire. Ok. Trop bien. Tu vois ? Et puis peut-être une deuxième erreur qui me vient aussi, c'est d'avoir voulu, parce que j'étais très impatient, tout faire en même temps et tout obtenir tout de suite. Okay. Tu vois ? Aujourd'hui, non, j'ai accepté. Regarde, je suis pas sur scène là depuis quelques années. C'est possible. Avant, ça me paraissait impossible. Non, il fallait continuer tout, parce que tout était important. Aujourd'hui, oui, il y a des choses importantes, mais on peut reprioriser. Tu vois, c'est toujours possible de changer l'ordre d'importance. Bien sûr. Et ça, c'est quelque chose qui fait du bien quand on accède à cette souplesse-là. Tu vois, moi, je me suis beaucoup apporté de respiration et de détente quand j'ai accepté l'idée que faire, c'était déjà bien. Ouais, c'est clair. Et d'ailleurs, cette respiration et cette détente, on pourrait même dire qu'elle optimise la performance parfois. Par exemple, pour la prise de parole en public, je crois. Bien sûr. C'est souvent d'ailleurs une des clés qui va faire que ça va marcher. Ok. C'est parce que tu l'as fait avec plus de détente, tu l'as fait avec plus de liberté intérieure, et comme par hasard, ça devient plus intéressant. Mais on a du mal à accéder à ça, tu vois. Des fois, c'est tout un travail, et c'est là où je parlais d'histoire. Parce que quelle histoire je me raconte et qui m'empêche. Si par exemple, je me dis, toute ma vie, j'ai été comme ça va pas m'aider, si je comprends bien, à aller dans quelque chose de nouveau par rapport à cette situation. Oui, c'est très intéressant parce que c'est l'idée que quand on dit « je suis », il y a quelque chose qui se fige pour moi. Tu vois, alors que il faudrait pouvoir le vivre comme mon identité est un processus. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui est en perpétuelle évolution et mouvement. Ce que je suis aujourd'hui, c'est un processus vivant. Bien sûr. Et donc, chaque fois que je vais dire je suis comme ça
alors je peux pas faire ça. C'est comme si je figeais quelque chose et que j'empêchais le processus, tu vois, d'accomplissement, de transformation. Bien sûr. Et en plus, arrête-moi si je me trompe, mais je crois que plus on le dit, plus on nourrit finalement cette partie-là de stabilité et où on s'empêche finalement d'aller vers quelque chose de nouveau. Ben bien sûr, parce que encore une fois, c'est l'histoire qu'on se raconte, la représentation qu'on s'en fait, qui fige. Et à chaque fois que je fige, je prends un risque parce que je retiens quelque chose qui en réalité est vivant et ne demande qu'à continuer à tourner, à évoluer. Donc, quand je décide que je suis ceci, je suis cela, et que à partir de là, je ne peux pas ceci ou je ne peux pas cela, je suis en train de freiner beaucoup. Ah oui, bien sûr. Bon, après, encore une fois, pendant longtemps, j'ai fonctionné avec ça, j'arrivais pas à faire autrement. Alors, comment on transforme ça ? Ben justement, à travers le travail sur soi, à travers la connaissance de soi, mais dès qu'on commence à percevoir que soi, c'est du mouvement. Bien sûr. C'est ça la première clé en réalité. Voilà. Et que soi, c'est pas juste une image fixe. Si je devais prendre la comparaison, je dirais, je ne suis pas une image fixe, je suis un film. Okay. Tu vois, ça bouge. Ouais, bien sûr. Et comme ça bouge, alors il y a plein de choses possibles. Comme la respiration qui est continuellement en mouvement. Bien sûr. Effectivement, l'idée, ça peut être de dissocier les deux pour pouvoir. Et c'est pour ça que tant que je suis conscient que je suis vivant, alors il y a plein de choses qui peuvent bouger, et changer, et c'est ça qui est extraordinaire. Ouais. Et je dirais que mon métier de coach, c'est un petit peu aussi parfois de remettre les gens en mouvement là où ils se sont figés, tu vois, sans se rendre compte. Okay. Et on va redonner du mouvement ensemble, tu vois, à travers du questionnement, à travers des histoires, à travers des représentations, des métaphores et tout ce qu'on veut, pour que à nouveau, l'énergie circule, et quand l'énergie recircule, ça y est, c'est comme si la personne remarchait. Bien sûr, le champ des possibles est ouvert à nouveau, bien sûr. Et d'ailleurs, en parlant de champ des possibles, j'ai fait quelques recherches et j'ai trouvé quelque chose de génial que tu as fait. En fait, tu as fait quelque chose d'un peu contre-intuitif, parce que je sais que sur le marché, on trouve plein de livres sur le management, sur comment un manager doit manager. Mais toi, tu as fait l'inverse, c'est-à-dire que tu es parti du postulat, mais comment font les managers avec les managers, et aussi les relations entre collègues. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de ces deux livres que tu as écrits et qui sont intéressants ? Alors, je te remercie d'évoquer ça parce que j'avais envie depuis longtemps de témoigner de ce que je voyais avec le coaching en entretien, quand j'étais en rendez-vous. Et je m'étais rendu compte, on était en 2015 quand j'ai sorti ces deux bouquins, je m'étais rendu compte à mon expérience, à moi, à mon échelle, qu'il y avait beaucoup de bouquins pour aider dans le sens manager qui veut diriger son équipe, mais il n'y avait pas grand-chose à l'époque, en tout cas dans ce que je lisais, sur comment, quand on est manager, on peut se débrouiller avec son manager si ça va pas bien, quoi. Bien sûr. Tu vois, et c'est pour ça que j'ai eu l'idée de créer ce petit bouquin où c'était des situations. J'avais appelé ça parce que c'est ce que j'entendais souvent. J'en ai marre de mon boss, de mon manager. Donc ça s'appelait j'en ai marre de mon boss. Et c'était des situations où, en fait, mon boss n'agit pas d'une manière qui me convient. Qu'est-ce que je peux faire ? Parce que comme je me dis que c'est le boss, tu vois, je me mets aussi beaucoup de limitations parce que c'est le boss, d'accord, mais après, il y a quand même plein de possibilités. Bien sûr. Mais déjà, je peux me figer parce que la hiérarchie fait que je me dis, bah oui, mais c'est pas à moi de faire quelque chose. Et aujourd'hui, on lit, alors il y a plus de littérature aujourd'hui qui s'intéresse à ça, et on lit aujourd'hui, la formule, elle n'est pas de moi, hein, mais comment on peut manager son manager, même en n'étant pas le manager. Bien sûr. Et c'est ça qui est intéressant, c'est comment on reprend le contrôle, c'est-à-dire comment on décide qu'on peut faire des choses nous-mêmes à notre niveau qui vont participer à l'amélioration de la situation. Okay. Plutôt que d'attendre que mon boss change, qu'est-ce que je vais faire pour influencer le changement ? Ok, et être à l'initiative en fait. Voilà. Et du coup, ça va me redonner à moi aussi des actions. Et puis, je vais sortir de ce sentiment très pénible qu'on appelle subir. Où j'ai l'impression que je ne peux rien faire. Je suis impuissant, je subis. Non, là, je subis pas. Je redeviens acteur. Ouais. Et on dit en pratique narrative, je redeviens même auteur, puisque j'écris la nouvelle histoire. Très élégant. et tu vois, c'est moi qui vais
refaire les choses autrement. Donc voilà comment l'idée était venue. Et comme j'aime bien les choses pragmatiques, je m'étais dit on va faire ça sous la forme de situations très concrètes. Par exemple, mon boss n'est jamais disponible quand j'ai besoin de lui. Qu'est-ce que je peux faire? Donc une petite partie de réflexion sur qu'est-ce que c'est la relation au boss, comment, etc. Et puis après, quelques pistes, propositions d'action possibles. Voilà. Donc, et j'ai fait ensuite la même chose parce que j'ai entendu, j'en ai marre de mon boss. Puis après, j'ai entendu, j'en ai marre de mes collègues. Donc là, on était plus sur un plan qu'on dit horizontal, puisque c'est les collègues, mais c'est pas tellement facile non plus avec les collègues parfois. Donc, pareil, comment je redeviens auteur et j'écris une nouvelle histoire de notre relation. Et je fais les choses. Et là, pareil, à travers des situations concrètes. Donc voilà, ces guides, ils se veulent pragmatiques, ils se veulent humoristiques parce qu'il y a des petites BD dans chaque situation. Soyons créatifs, il y a plein de choses à faire dans plein de situations. Et là, voilà, si ça intéresse certaines personnes, les bouquins on peut encore les trouver. Et de toute façon, moi, je vais retravailler à recréer des choses. S'il y a un éditeur qui est intéressé par cette approche très pragmatique. Quand j'ai travaillé pendant quelques années à la radio, j'avais une chronique dans laquelle je répondais à des questions d'auditeurs ou d'auditrices, où il s'agissait quand même d'avoir un regard coach et derrière de proposer des possibilités d'action. Parce que, encore une fois, le coaching, il est fait pour favoriser l'action. On se remet en mouvement, comme je disais tout à l'heure. Tout à fait. Donc, voilà, j'aime répondre à ça. Et quand il y a des questions, on cherche ensemble comment on peut trouver les réponses. Merci beaucoup, Yann, de m'avoir donné les clés pour passer de immobile à mobile. Et m'avoir partagé également ta vision du coaching ainsi que ton expérience. C'était un plaisir de t'avoir avec moi plaisir dans mon partagé. podcast. Et puis, je te souhaite le meilleur pour la suite. Et de toute façon, on reste en contact. Et à très bientôt. Avec plaisir. Merci, Mickaël.